un matin, j'entends à la radio qu'il y a eu 2 accidents de plongée sur le week-end sur un lac qui a pas très loin de chez moi. Et je sais que Miguel fait de la plongée. Et je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je pense à lui et me dis ouais, et ouais, il y a un truc qui me fait m'inquiéter un peu par rapport à ce que j'ai entendu. Après, je me dis bon, en même temps, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de gens qui font de la plongée, mais je sais pas, il y a quelque chose. Et finalement, j'apprends, je sais plus si c'est le lendemain ou, enfin, je sais plus exactement combien de temps après, mais en fait, j'apprends que oui, que il fait bien partie. Il y a eu 2 accidents de plongée ce week-end-là, et que il est bien l'un des deux, et que c'est grave. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Un simple flirt peut-il devenir une grande histoire d'amour ? Lorsqu'Amandine rencontre Miguel, elle n'est pas sûre de vouloir entamer une histoire sérieuse avec lui. Jusqu'au jour où elle entend à la radio qu'un grave accident de plongée a eu lieu dans sa région et qu'un pressentiment l'envahit. Salut Amandine, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui en visio entre Toulouse et Paris. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui, Amandine ? Coucou Marie-Charlotte, écoute, ça va très bien. Je suis contente de faire une petite pause dans le planning chargé du moment pour discuter avec toi. Je suis ravie également. Amandine, tu es une fidèle auditrice de Crush. Tu sais donc que la question rituelle pour débuter un épisode, c'est de te présenter en 5 hashtags. Et oui, j'y réfléchis pour toi. Alors, du coup, le premier hashtag que je dirais, c'est hypersensible. Donc, depuis toute petite, oui, je suis une enfant qui est devenue une adulte sensible. Tout le monde le sait aussi autour de moi, mais bon, voilà, on n'avait pas vraiment mis de mots dessus jusqu'il y a quelques années quand l'hypersensibilité est devenue, voilà, à la mode. Et donc, en me renseignant un peu plus sur le sujet, oui, je me suis rendu compte que je cochais toutes les cases. Donc, voilà, ça m'a permis de me sentir un petit peu moins seule. Je me suis dit, voilà, je suis pas la seule comme ça. Et à comprendre, j'imagine, pas mal ta façon de relationner avec les gens autour de Tout toi. à fait, parce que je me sentais parfois un petit peu, oui, différente. Alors, du coup, ça, c'était donc le premier hashtag. Le deuxième hashtag, c'est pas du matin. Alors là, voilà, s'il y a bien un truc que je n'aime pas du tout, c'est me lever tôt. C'est vraiment très compliqué pour moi. Bon, me lever tôt, même pour quelque chose que j'aime faire, ça reste compliqué. Et alors, c'est quoi tôt ? 7 heures, c'est tôt. 8 heures, un week-end, c'est tôt. Oui, on est d'accord. On a le même référentiel. Voilà, c'est ça. Donc, non, ça. Et puis, une fois que je suis levée, il me faut un petit peu de temps pour émerger aussi. Donc, faut pas trop vite venir me parler. Ah, voilà, faut me laisser émerger. Le soir, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un du soir. Ok, très bien. On a bien fait de faire cette interview. Pas le matin. Exactement. Alors après, je dirais maman de un, enfin maman de une, plus exactement. Même si ici aujourd'hui on va parler du côté amoureux, mais c'est quelque chose qui me définit quand même aussi, parce que moi j'ai une petite fille, enfin une petite fille qui grandit, qui va avoir 13 ans ici très prochainement. Et mon but au départ, enfin voilà, on avait en tête d'avoir plusieurs enfants, et puis malheureusement ça s'est pas fait parce que mon corps, il était plus trop d'accord. Et donc voilà, ça a mis longtemps avant que j'accepte que 3 en fait c'était déjà une famille, parce que moi pendant longtemps pour moi 3 c'était une famille incomplète, une maman incomplète. Donc j'ai mis des années, mais voilà, aujourd'hui j'ai compris, j'ai cheminé, et donc c'est important aussi dans mon parcours. Alors du coup, le 4e hashtag, je dirais amoureuse des mots, parce que du coup, les mots, c'est un peu mon métier. Donc moi, je travaille dans la communication, je suis rédactrice, copywriter. Donc voilà, je manie les mots au quotidien, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime lire aussi, donc ouais, les mots, c'est... Le bouquin que tu es en train de lire en ce moment ? Alors celui que je viens de terminer, c'est La chance de sa vie, le dernier roman de Sophia Strabi, que j'ai vraiment trouvé super.
Ah, le dernier hashtag, ouais, du coup, c'est fan de rock, voilà. Donc ici, oui, c'est un peu, c'est pas le truc auquel on pense en premier, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de scolaire, un peu effacé, un peu, enfin voilà, un peu timide. Mais depuis l'adolescence, voilà, ici, dans 2 jours, je vais aller voir le concert de Offspring, et donc je vais replonger en adolescence. Waouh! Alors attends, rock sévère alors, un peu hard, non? Bah rock, oui, il faut de la batterie, il faut de la guitare. Ok. Est-ce qu'il y a différents degrés de rock attitude? Je ne sais pas, je me rends pas compte n'étant pas fan de rock Ben écoute, particulièrement. moi je sais que je n'ai pas du tout la rock attitude, mais mais par contre j'aime beaucoup. Et t'écoutes toujours Offspring? J'écoute plus aussi souvent qu'avant, mais parfois ouais, j'écoute encore de temps en temps. Tu vois, genre un peu les albums clés, ceux que j'écoutais en boucle quand j'étais ado. Et puis après ouais, un peu la nouvelle génération aussi. Ben là je vais aussi aller voir en festival Måneskin cet été. Donc ça c'est vraiment mon ouais dans les nouveaux. C'est ceux qui avaient gagné l'Eurovision, un groupe italien qui avait gagné l'Eurovision il y a quelques années. Alors, comme tu le sais, Amandine, derrière le podcast, derrière Crush, il y a une exploration qui creuse au cœur de la rencontre amoureuse. Et je me demande notamment, à travers ce podcast, dans quelle mesure l'éducation qu'on a reçue, l'environnement familial dans lequel on a grandi, peut influencer le choix de nos partenaires amoureux. Est-ce que tu peux me dire, toi, dans quel type de famille tu as grandi et dans quel type d'environnement? Alors moi, j'ai grandi dans une famille, donc mon papa et ma maman, moi je suis l'aînée, ils sont toujours mariés aujourd'hui. J'ai un frère et une sœur, une petite sœur qui est née quand j'avais presque 14 ans, donc avec un écart quand même un peu plus important. Alors à la campagne, donc on habitait à la campagne et dans une famille un peu élargie, très unie. Hein. Nous, on se retrouvait chez mes grands-parents tous les dimanches pour manger tous ensemble avec mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Donc ouais, la famille c'est quand même quelque chose de très important pour moi, pour toute notre famille. Et donc oui, c'est vrai que j'ai quand même eu des modèles aussi il y a aussi quelques couples qui se sont séparés, qui ont retrouvé l'amour après ou quoi, mais bon, globalement, c'est quand même un schéma assez classique. On se marie relativement jeune, on a des enfants. Au sorti de l'adolescence, donc quand tu entres dans l'âge adulte, tu as quelle vision de l'amour? Vu que tu as eu ce modèle-là sous les yeux, tu penses que comment tu visualises l'amour toi à ce moment-là? Bah oui, moi je vois l'amour en effet quand même comme quelque chose enfin, je cherche pas à papillonner forcément. Voilà, j'attends un peu celui qui sera le bon. Et oui, je me dis que quand je l'aurai trouvé, ce sera pour toute la vie, quoi. Et d'ailleurs, une question qui me vient, qui je trouve pertinente dans l'histoire que tu vas me raconter, est-ce que tu fantasmais sur le coup de foudre, par exemple? Pas forcément fantasmer sur le coup de foudre, mais c'est vrai que j'attendais la relation dans laquelle je me sentirais bien, qu'il y aurait un truc, voilà, où je me dirais qu'il y a quand même quelque chose de différent. Après, j'ai pas eu avant Miguel, j'ai pas eu, enfin, j'avais embrassé quelques garçons, mais vraiment, voilà, j'avais eu aucune histoire sérieuse non plus. Donc je sais qu'adolescente, voilà, j'étais amoureuse d'un garçon et ça me rendait complètement chèvre puisque j'avais des réactions totalement, enfin, j'avais l'air stupide, je m'en rendais bien compte, mais je rougissais, je bégayais, enfin, c'était une catastrophe. Bon, finalement, il y a jamais rien eu avec ce garçon. Ça me mettait dans des états qui n'étaient pas. Et Amandine, on a pratiquement le même âge, tu as l'âge de ma petite sœur. Est-ce que tu regardais toutes les séries Ah oui, AB Productions et ah oui, oui. compagnie? Hartley, Cœur à vif, Angela 15 ans. Et les garçons, tout ça? Ouais, les garçons, pas trop, non, ça, j'ai pas trop regardé. Là, c'était plus sur le côté, ouais, un peu américain, australien, Beverly Hills? ça. Un peu, ouais. Pas très assidûment, mais Hartley Cœur à vif, ça, j'ai beaucoup C'est marrant regardé comme elle a avec vachement Razik. ouais, c'est ça, ouais. Elle a marqué cette série beaucoup de notre génération parce que c'est vrai que ben on se demande un peu toutes ces références culturelles à travers lesquelles on a grandi si ça peut aussi influencer notre vision de l'amour. Moi clairement, j'avais une vision très
à la fois très romantique, bon, cynique de par le modèle familial que j'avais eu, mais très romantique par toute cette, ces références, culturelles que je dévorais, comme, la plupart des adolescentes. Ouais, ces histoires d'amour comme ça là dans les séries, ça a une influence. Et je sais que oui, Angela 15 ans, pareil avec Jared Leto et Claire Danes, oui, c'était vraiment le couple. Ouais, je me rappelle encore de la musique qui passait quand ils s'étaient retrouvés dans, je crois que c'était une soirée ou quoi, où ils s'étaient embrassés pour la première fois, je sais plus quoi. Enfin, et ouais, j'ai encore l'ambiance sonore, donc. Ouais, parce que moi je connais pas Angela 15 ans et donc c'est une histoire d'amour entre, Ouais, en fait, c'est un peu le quotidien d'une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Angela, et donc forcément, ben à 15 ans, le côté un peu amoureux est quand même une part importante de son quotidien, et donc elle est très amoureuse du coup de ce garçon. Je sais plus c'est quoi son nom dans la série, mais qui est interprété par Jared Leto, et qui bon est quand même un sacré beau gosse aussi à l'époque. Donc bon. et alors, quand tu vas rencontrer Miguel, tu as quel âge? Et justement dans quelle période de ta vie tu es? J'ai l'impression que tu étais très jeune, c'est ce que tu me dis. Donc j'avais 18 ans. C'était une période où j'étais pas forcément très bien dans ma peau. C'est une période où c'était un peu compliqué avec mes copines, c'était pas toujours simple à cette période-là non plus. Donc ouais, j'ai jamais eu une confiance en moi extraordinaire, mais à cette époque-là, oui, j'étais particulièrement pas sûre de moi. C'était un peu une période un peu compliquée où je savais jamais trop voilà comment me comporter. Et moi, j'ai toujours eu besoin justement de me sentir en confiance, un peu en sécurité pour être moi-même et pouvoir être pleinement et voilà qui je suis. Et à cette époque-là, justement, je l'étais plus vraiment avec mes copines parce que ça se passait pas très bien avec elles, et donc au final, ouais, c'était un peu compliqué. OK, ça se passait pas bien avec tes copines? Oui, avec certaines, hein, pas avec toutes, mais avec certaines, ça se passait pas super bien. À l'époque, ouais, moi je trouvais qu'elles étaient pas sympas avec moi. Après coup, elles me disaient qu'elles essayaient de me faire réagir parce qu'elles voyaient que j'étais pas super bien, que c'était un peu une manière, oui, de me faire réagir. Mais en tous les cas, sur moi, ça n'a pas du tout fonctionné comme ça. Du coup, moi, je me suis plutôt encore plus replie sur moi-même, et donc oui, c'est pas super chouette. Tu me disais que tu avais pas eu de véritable histoire tu avais eu des crushs, des histoires des coups de cœur? J'avais eu des coups de cœur, ouais, qui s'étaient surtout un coup de cœur qui s'était pas concrétisé. Et puis après, oui, j'avais eu lors de soirée, j'avais embrassé une ou deux fois un garçon comme ça en soirée, mais rien qui avait, voilà, qui avait duré après la soirée. C'était vraiment sur le moment, et il s'était jamais vraiment, j'avais jamais eu de vrais petits copains que je présente à ma famille ou quoi. Et dans quelles circonstances est-ce que tu vas rencontrer ce Miguel? Du coup, Miguel, je l'ai rencontré à la soirée Saint-Valentin. Donc, la soirée Saint-Valentin 2001. C'était donc le 17 février, je m'en rappelle. Et en fait, je suis allée là-bas avec mes amis. Et lui, en fait, était un ami, petit ami de mon ami à moi. Donc, en gros, voilà, moi, je le connaissais pas, mais lui faisait partie du groupe d'amis du petit ami de ma copine. Et donc d'ailleurs je fais un petit coucou Nadège si jamais qui est donc entre guillemets un peu via elle que finalement elle est sortie avec un garçon qui s'appelait Tanguy à l'époque, et Miguel était un ami de Tanguy. Et au final j'ai appris après que il était dans la même école que moi avant, mais en fait on s'était jamais croisés, on s'était jamais parlé. Quelle image tu as de lui à ce moment-là? Qu'est-ce que quand tu le vois dans cette soirée, te fait quelque chose de particulier? Moi, je me rappelle que je me dis qu'il est plutôt mignon, grand, brun, c'est plutôt mon type. Mais voilà, sans plus, au fur et à mesure de la soirée, mes copines me disent non, mais il te dévore du regard, vraiment, ça se voit qu'il est à fond sur toi. Moi, je m'étais absolument pas rendu compte de quoi que ce soit, donc je dis bah non, c'est pas vrai, et tout. Et puis c'est vrai qu'à un moment, oui, quand même, je sais plus si on danse ou s'il vient me parler, mais bon, en effet, il commence à me parler un petit peu, et puis à un moment, on avait parlé, mais pas énormément non plus. Et puis il me dit est-ce que je peux t'embrasser? Et bon, je dis ok, on se connaît pas. Genre ça fait 10 minutes qu'on parle, ok, mais on se connaît pas encore. Et là il me répond oui,
je m'appelle Miguel, je fais des études en agronomie, c'est bon, on se connaît maintenant. Bon, ça m'a fait rire, cette manière de réagir, et du coup, je me suis laissée embrasser, et on s'est embrassés. Et pendant le cours de la soirée ou après cette soirée, comment ça se passe entre vous? Donc, le reste de la soirée, donc, on la passe ensemble, c'est sympa. Alors, je vois qu'il a envie qu'on se revoie, quand on se quitte directement, voilà, il me dit quand est-ce qu'on peut se revoir et tout, et donc, je comprends que voilà, qu'il a envie que ça dure, et je me dis, bah oui, ça me va aussi, donc on décide de se revoir, je pense, le week-end suivant, pour une soirée ciné. Alors, on va voir Ce que veulent les femmes, le film avec Mel Gibson. Et donc, on se retrouve. Lui, il vient me chercher à la sortie de l'école, et on va directement au ciné dans la foulée. Je crois que c'est moi qui avais dû choisir le film, parce que je pense pas que c'est lui qui aurait choisi ce type de film. Donc, je me dis que ça doit être moi qui l'ai choisi. Et donc, la séance ciné commence, c'est chouette, on se tient à la main, enfin, voilà, on est proches, et puis à un moment, dans le film, t'as l'actrice principale qui se maquille comme ça devant son miroir, et elle a un mascara, et c'est le même que moi, et moi, du coup, je dis à Miguel, ah, j'ai le même. Et lui, il comprend mal, et il me répond, moi aussi, je t'aime. Non! Et là, moi, ça me refroidit d'un coup, parce que ça me fait un peu peur, en fait. Je me dis, c'est la deuxième fois qu'on se voit, et oui, enfin, clairement, j'étais pas prête, Oh, le malaise. déjà à ça. Oui, petit malaise, et puis je finis par comprendre que c'est pas ce que j'avais dit. Enfin, je sais plus si je lui... Et Oh, donc, le bon. pauvre! Ah, c'est horrible! Oh, c'est horrible. Je vois exactement la situation là, quand on était ados, jeunes, là, qu'on essayait de dire des trucs à nos amoureux, mais qu'on savait pas comment s'y prendre. Oh, le pauvre! Et toi, ça te fait grave flipper, du coup? Ben oui, moi clairement, ça me fait peur, parce que je me dis non, mais le gars, il peut pas être déjà amoureux au bout d'une semaine, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Enfin, oui, clairement, moi je commence un peu à stresser en me disant oula, ça va un petit peu vite cette histoire. Mais bon, on termine quand même la soirée, et ça se passe bien. Et puis je comprends que lui devait être un petit peu aussi stressé par rapport au fait de se revoir, parce qu'il m'explique qu'en fait, en prenant la voiture pour venir me chercher, il a rayé toute la voiture dans le garage de ses parents. Donc je comprends qu'en fait, de son côté aussi, je pense que clairement, je lui plaisais, qu'il était content de ce rendez-vous, et que oui, il était un peu stressé aussi de son côté, quoi. Peut-être que c'est pas le moment de poser la question d'ailleurs, mais moi, je m'imagine là à sa place. Et en fait, il avait un méga coup de cœur pour toi, non? Ben écoute, oui, je pense quand même que lui, il a quand même eu un bon coup de cœur, je pense. Parce que moi aussi, je t'aime, on s'imagine qu'il le dit soit parce que tu l'as dit et qu'il se sent obligé de répondre moi aussi, soit qu'il l'attendait, tu sais, qu'il le sentait, qu'il avait un peu fantasmé le truc et qu'il avait envie de te le dire. Je pense qu'il avait un coup de cœur, oui, mais je pense qu'il l'aurait pas dit si vite s'il avait pas cru que je l'avais dit. Il n'était pas forcément pas sincère, je crois, mais je pense que ça a accéléré un peu. Il avait un coup de cœur, mais je pense qu'il l'aurait pas forcément dit si vite non plus s'il n'avait pas eu l'impression que je lui disais en premier. Suite à ce premier rendez-vous, le quiproquo et la bagnole rayée, vous entamez une relation, du coup, vous vous mettez en couple? On se met en couple, et on continue à se voir du coup à peu près tous les week-ends. Donc lui, moi je suis toujours du coup à l'équivalent de la terminale, oui je pense. Hein. Parce que du coup en Belgique c'est pas les mêmes années, c'est pas la même terminologie, c'est pour ça. Et lui du coup est déjà à la fac, hein, donc lui il a 20 ans, moi j'en ai 18, puis il en a 20, et donc voilà, la semaine on est chacun occupé, on n'est pas dans la même ville et tout, et donc on se voit le week-end, et c'est vrai que c'est assez sympa. Moi je vis de semaine en semaine, je me sens bien avec lui, ça c'est clairement depuis le début. Quand je suis avec lui, me sens à l'aise, j'ai l'impression voilà que
je suis moi-même. Ouais, je me sens vraiment à l'aise et ça c'est quelque chose qui est important pour moi parce que clairement je suis pas forcément toujours à l'aise en société avec les personnes que je connais pas bien. Même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a pas forcément les codes quand il faut aller à un endroit où je suis jamais allée, même la réunion tu vois par un prof ou quoi. C'est des situations dans lesquelles je suis toujours un peu voilà, je sais jamais trop quoi dire, où me mettre, quoi faire. Et donc à l'époque, ben c'était encore plus le cas. Et c'est vrai qu'avec lui, tout de suite, oui, je me sens bien. Et donc on se voit les week-ends. Bon, lui, il aimerait qu'on se voit encore plus. Parfois, il voudrait qu'on passe tout le week-end ensemble. Et moi, déjà à l'époque, ça c'est sûrement mon côté hypersensible. J'ai besoin de petits moments de calme pour être dans ma bulle. Donc parfois, il me dit on se voit samedi. Et je dis non, samedi non, ça ira pas samedi. Alors il me dit mais t'as des trucs de prévu? En fait non, mais justement j'ai besoin d'avoir un petit moment où j'ai rien et, et où je souffle. Et ça parfois il se demandait un peu tiens c'est particulier parce que lui on se serait vu tout le temps, ça lui allait aussi. Mais donc ouais, on continue comme ça pendant à peu près 2 mois, je dirais. Jusqu'à ce que tu partes en week-end avec tes copines, c'est ça? Jusqu'à ce qu'on parte en voyage de réto. Donc c'est l'équivalent voilà du voyage de dernière année hein. Et donc on part en Tunisie avec toutes les classes quoi. Et là-bas, c'est vrai que mes copines le soir ou quoi me disent alors avec Miguel, enfin et comment, enfin est-ce que tu l'aimes et tout. Et c'est vrai que moi à l'époque je sais que je suis bien avec lui, je sais que ça se passe bien, mais de là à dire que vraiment déjà je suis amoureuse et tout, c'est un peu tôt encore pour moi. Moi je sais que ça se passe bien, mais je peux pas là dire oui c'est l'homme de ma vie, je suis amoureuse à la folie et donc petit à petit elle commence à me dire oui mais bon si t'es pas vraiment sûre de l'aimer quand même c'est pas bien de rester avec lui, de jouer avec ses sentiments. Moi, j'ai clairement pas l'impression de jouer avec ses sentiments, mais à force qu'elle me répète un peu ça et tout, je finis par me dire bon, en fait, ouais, peut-être qu'elles ont raison. Il faut pas que je reste avec lui. Alors, peut-être que, en effet, je l'aime pas autant qu'il faudrait. Et donc, c'est vrai qu'on revient du voyage et au retour, je suis allée ramener une petite peluche en souvenir. Et donc, je lui donne la peluche et en même temps, je lui dis, en fait, je crois qu'il faut qu'on arrête. Donc, le pauvre, c'est un peu brutal parce que il comprend pas trop. Elles t'ont retourné le cerveau. En tout cas, elles m'ont bien fait réfléchir un peu. Oui, trop, je trouve, parce qu'en effet, je pense qu'il fallait juste se laisser un peu de temps, mais à force, oui, de me forcer à réfléchir, oui, j'en viens à me demander, moi aussi, à me poser des questions que je me posais pas, en fait. Et tu le quittes. Et donc, oui, Pauvre Miguel. je le quitte. Alors lui, il est tout triste, oui, il s'y attendait pas vraiment, d'autant que, en même temps, voilà, en même temps, je lui rapporte un cadeau, en même temps, je le quitte. Bon, j'avoue que c'est pas super sympa. Bon là, du coup, j'imagine que stop, vous continuez à échanger quand même. On continue quand même à échanger parce que c'est l'époque des premiers portables. Donc moi, j'ai hérité du vieux Sony Ericsson de mon cousin. Sur ce téléphone, je n'ai évidemment que très peu de contacts. Et voilà, Miguel, je lui donne mon numéro et lui, je crois que c'est aussi l'époque où il a à peu près son premier téléphone, un vieux Nokia là. Et donc c'est à peu près la seule personne en fait qui m'appelle. De temps en temps, une fois tous les 15 jours ou quoi, qui m'appelle pour prendre des nouvelles et bon, il a l'air d'être bien dans ce nouveau rôle d'ami. Il me dit qu'il cherche pas plus, mais qu'il est content que voilà qu'on continue à échanger. Et finalement, moi je me rends compte que j'apprécie toujours en fait discuter avec lui et je sais pas si on se revoit vraiment, c'est surtout par texto et par téléphone qu'on continue quand même à discuter assez régulièrement, quoi. Ça passe comme ça et je me pose pas forcément plus de questions non plus. Je suis contente qu'on ait gardé une relation et ça se passe bien en fait dans les échanges. Je suis contente de discuter avec lui.
mais je me pose pas forcément plus de questions non plus sur le fait de se remettre ensemble ou pas. Je vis le moment présent aussi. Je continue à vivre le moment présent en me disant bah oui que c'est chouette d'échanger avec lui. Je me sens toujours à l'aise avec lui et, et c'est sympa. Jusqu'au jour où, en me levant un matin, j'entends à la radio qu'il y a eu 2 accidents de plongée sur le week-end sur un lac qui a pas très loin de chez moi. Et je sais que Miguel fait de la plongée. Et je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Je pense à lui et me dis ouais, il y a un truc qui me fait m'inquiéter un peu par rapport à ce que j'ai entendu. Après, je me dis bon, en même temps, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de gens qui font de la plongée, mais je sais pas, il y a quelque chose. Et finalement, j'apprends, je sais plus si c'est le lendemain ou, enfin, je sais plus exactement combien de temps après, mais en fait, j'apprends que oui, que il fait bien partie. Il y a eu 2 accidents de plongée ce week-end-là et que il est bien l'un des deux et que c'est grave et donc il est dans le coma. Ils l'ont emmené en hélicoptère à l'hôpital et que enfin voilà le pronostic est pas très positif. Bon je prends des nouvelles un peu par j'appelle chez ses parents, je prends un peu des nouvelles via sa maman. Après je crois que j'avais peut-être vu j'avais pas beaucoup vu encore ses parents donc je les connaissais pas super bien mais je prends quand même des nouvelles là régulièrement au téléphone et puis ils me tiennent au courant que finalement bon en effet les médecins étaient vraiment pas optimistes au départ mais que finalement il a quand même beaucoup de chance. Au bout d'une semaine en fait il était 3 jours dans le coma au départ puis ils l'ont maintenu dans un coma artificiel une semaine parce que c'était mieux pour lui pour récupérer et heureusement les médecins qui craignaient un peu que s'il se réveille il ait perdu des facultés ou quoi et il savait pas trop dans quel état et en fait il a énormément de chance et au final une semaine après il se réveille en pleine possession de ses moyens et finalement oui il a échappé de peu mais Oh il la s'en vache. sort sans séquelles. Et c'est quoi comme accident exactement? Tu sais dire? En fait, c'est un exercice de plongée qui se faisait à l'époque avec la fédération de plongée, qui était quand même un exercice qui était réputé relativement dangereux. Et en fait, l'exercice en lui-même, il l'a bien fait. Donc, il faut descendre en fait à une certaine profondeur. Ensuite, tu dois remonter d'un certain nombre de mètres sans avoir l'embout de la bouteille, voilà. Et en fait, ça s'est bien passé. Et c'est à la fin de l'exercice, donc en fait, où là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Là, il aurait dû donc pour remonter refaire encore, je ne sais pas si c'est un ou plusieurs paliers, mais en tout cas, il fallait pas remonter directement. Et là, ils savent pas pourquoi. À un moment, la monitrice, quand qu'elle s'est retournée pour regarder un autre qui faisait l'exercice et qu'elle a re-regardé vers Miguel, il était en fait à la surface. Et donc, on ne sait pas exactement s'il a fait une crise d'épilepsie et que c'est ça qui a fait qu'il est remonté vite ou s'il a eu un malaise et que c'est suite au malaise et que c'est après qu'il y a eu une crise d'épilepsie. En tous les cas, il est remonté trop vite. Et la crise d'épilepsie, c'est dû à l'exercice? Ben, en fait, ils savent pas exactement si c'était une cause de l'accident ou si c'était une conséquence de l'accident. Ils n'ont pas réussi à le déterminer, donc ils savent pas encore exactement à l'heure actuelle même ce qui s'est passé. En tous les cas, après il a eu des médicaments quand même un peu anti-épileptiques pendant quelques temps, et puis après au final il a plus jamais refait de crise. Donc on sait. C'était la seule fois de sa vie qu'il y a un épisode épileptique? Ouais, je sais pas s'il en a refait un petit peu quand il était encore à l'hôpital ou pas, mais en tous les cas, je veux dire, une fois qu'il a été remis de son accident, il y en a plus jamais eu. Donc, en effet, c'est particulier. Et toi, pendant cette période où déjà tu as un pressentiment, ça c'est assez fort, je trouve. Ben oui, pendant cette période, franchement, oui, je suis quand même fort inquiète parce que, bah oui, au vu de ce que ses parents m'expliquent au début, je comprends bien que c'est très grave et que là donc oui je croise les doigts j'espère vraiment que ça va aller et quand finalement les nouvelles sont bonnes je suis vraiment soulagée et je me rends compte que bah, peut-être il y avait peut-être plus en effet de sentiments encore derrière tout ça que je ne le pensais et que c'est peut-être pas en effet juste un ami et que ça me suffit peut-être pas comme place dans ma vie qui soit juste
juste mon ami, quoi. Et donc bon, après je l'appelle au départ. Alors lui, il se rend pas vraiment compte qu'il a failli qu'il a failli passer, qu'il a eu beaucoup de chance. Donc lui, il est super optimiste. Il pense qu'il va sortir à la soirée de la semaine d'après. Au téléphone, il m'explique que oui, non, mais il y a pas de souci, on se voit le week-end prochain à la soirée. Je lui dis, je pense pas que tes parents vont te laisser sortir, et je pense pas que ce soit forcément une bonne idée que tu ailles directement dans un endroit, enfin c'est genre la grosse soirée de l'année, cette soirée dont il me parlait, où il y a la musique qui va à fond avec je sais pas moi, des milliers de personnes. Donc ouais, ça me paraissait pas vraiment non plus voilà. Mais lui, comme en fait il était dans un coma, il s'est pas vraiment rendu compte de ce qui se passait. Donc à partir du moment où il était réveillé, lui il se sentait bien. Donc suite à ça, on décide de se revoir un peu après, je sais plus exactement, et donc on se donne rendez-vous dans la ville où on allait à l'école tous les deux avant, parce que bon, en fait tout ça arrive au mois de juin, cet accident. Donc en gros c'est en plein pendant mes examens. Pour terminer, c'est en plein pendant les examens de tout le monde, donc pour tous ses amis aussi, c'est toute une période qui est quand même compliquée, parce que comme ça tombe pile en juin, et en fait lui il avait décidé de se réorienter. Donc c'est pour ça que lui faisait de la plongée quand les autres étudiaient, parce que lui il avait décidé de pas passer ses examens parce qu'il voulait changer d'orientation. Et donc suite à ça, on se retrouve tout début juillet, c'est les vacances, et donc on décide de se retrouver là dans la ville où on allait à l'école avant tous les deux. Et moi je suis décidée à essayer de me rapprocher, de remontrer un peu que je suis OK pour être plus qu'amis. Et donc on se retrouve, mais lui il reste vraiment à fond dans le rôle amical. On discute, on passe l'après-midi ensemble, c'est chouette, on passe un bon moment, mais à aucun moment il tente une approche, quoi. Et bon, moi je tenais pas forcément à faire le premier pas non plus, parce que je suis un peu timide, donc j'attendais, mais bon, je voyais bien que ça ne venait pas. J'avais l'impression de lancer des perches, mais bon, visiblement, elles devaient pas être très visibles. Donc, il se passe rien. Puis je vois l'heure qui tourne, et bon, en plus, c'était sa maman qui l'avait conduit, vu que lui, il avait pas encore récupéré son permis de conduire suite à l'accident. Je sentais venir la fin, parce que du coup, on avait une heure de fin qui était prédéfinie, où nos parents allaient venir nous rechercher, et c'était toujours rien passé. Et je désespérais un peu. Et puis à un moment, il a commencé à pleuvoir. Bon, j'avoue, c'était assez léger. Suffisamment pour te réfugier sous son parapluie ou pas? Voilà, suffisamment pour que Maline. je voilà, c'est ça. Et donc là, je me suis vraiment collée, serrée sous le parapluie. Et là, il a tilté quand même. On s'est réembrassés. Et donc, le premier baiser du début de votre longue histoire se passe sous la pluie, on est d'accord? Oui, tout à fait. On aime bien les baisers sous la pluie. Waouh! Dis donc, quelle histoire! Est-ce que toi, tu considères que cet accident, en fait, ça a été un espèce d'électrochoc pour toi, dans la réalisation des sentiments que tu avais pour lui? Oui, je pense que ça a quand même été un révélateur, parce que jusque-là, oui, je me posais pas trop de questions, et puis là, tout d'un coup, je me suis dit en fait, oui, j'y tiens quand même réellement à ce garçon, et peut-être plus que je ne le crois. Et justement, quand tu repenses à tout ça, est-ce que tu te dis s'il n'y avait pas eu cet accident, tu aurais fait quelque chose quand même ou tu sais pas trop ce qui serait passé? Ça aurait peut-être quand même réévolué vers une histoire d'amour, mais beaucoup plus lentement. Et là, c'est vrai que à cette période-là, comme je me posais pas non plus trop de questions, je laissais un peu vivre le truc, et là, ça m'a un peu forcé à me pencher un peu sur la situation. Et je pense quand même que, parce que bon, clairement, après coup, je sais que lui m'a avoué que toute cette tactique amicale et tout, c'était clairement dans l'optique qu'il se repasse quelque chose derrière, et que lui, il avait toujours en tête qu'on se remette ensemble. Et donc je pense que sa tactique sur le long terme aurait fonctionné aussi, juste en gardant le lien.
Mais c'est vrai que là, oui, ça a clairement accéléré les choses. Et bon, comme il dit depuis, il dit ah ouais, j'ai mis le paquet pour la récupérer, mais ça a bien marché. C'est clair qu'il a mis le paquet, quoi. Il est même allé un petit peu trop loin, si je peux me permettre. Et il a pris des risques. Bon, c'est pas vrai, c'est un malencontreux concours de circonstances, mais Ah tiens, c'est marrant que tu c'est dises vrai. ça. Pour toi, c'est un malencontreux concours de circonstances ou c'est plus que ça? Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est une signification particulière pour toi? Dans votre rencontre, dans l'histoire de votre rencontre? Parce que donc aujourd'hui, ça fait quand même 23 ans que vous êtes ensemble. C'est une histoire, enfin, c'est une histoire sérieuse, la rencontre, d'une vie. Vous avez une fille ensemble. Voilà, comment tu interprètes cet événement qui, en fait, a été vraiment la bascule, vers, la réalisation de tes sentiments et le début de votre histoire d'amour? Pour moi, cet accident, au final, pour notre histoire, il a été bénéfique. Mais c'est vrai que au départ, au départ, c'était quand même quelque chose qu'il pouvait clairement pas anticiper. Il rigole en disant qu'il l'a fait pour me récupérer, mais clairement, voilà, c'est plutôt la faute à pas de chance ce jour-là qui a fait qu'il y a eu cet accident. Mais c'est vrai qu'au vu du final qui est positif où tout s'est bien terminé, ben clairement cet accident c'était plutôt une chance pour notre histoire, mais bon, on peut quand même pas qualifier vraiment un accident de quelque chose de positif, donc Est-ce que, toi, tu sais dire, ce qui a fait, en fait, quand tu repenses à votre histoire, depuis le début, ce qui a fait que votre rencontre, justement, est devenue si importante? Quels sont les ingrédients, en fait, qui ont fait que votre rencontre, était une grande histoire, est devenue une grande histoire d'amour? je pense que il y a le fait que directement je me suis vraiment sentie à l'aise avec lui, que j'ai directement senti aussi qu'il s'intéressait vraiment à moi pour la personne que j'étais, qu'il était vraiment dans une approche où il cherchait vraiment à me connaître et que c'était pas juste une histoire d'apparence ou entre guillemets copine pour quelques mois. Enfin, j'ai senti vraiment que il y avait cette envie vraiment de me connaître, et je me suis sentie aussi valorisée dans ses yeux, moi qui n'avais pas toujours très confiance en moi. Enfin, je voyais que dans ses yeux à lui, j'étais intelligente, j'étais importante, enfin tout ce que j'avais parfois du mal à moi me dire de moi-même, clairement dans ses yeux. Je le voyais, puis je me sentais aussi tout de suite, très rapidement, j'ai bien vu que c'était quelqu'un d'attentionné, quelqu'un sur qui on peut compter, et que dans sa personnalité, enfin, je sentais que c'était pas quelqu'un qui risquait de me faire du mal. Voilà, je me suis vraiment sentie à l'aise, et sa manière d'être m'a permis aussi de pouvoir être moi-même et de pas être sur mes gardes. Est-ce que tu penses que Miguel, il a un côté hypersensible aussi ou pas? Oui. C'est pas exactement les mêmes caractéristiques à 100% que moi, c'est peut-être moins visible au premier abord, mais oui, clairement. Pour conclure, peut-être, Amandine, est-ce que tu as envie d'adresser, un petit mot à Miguel? Ouais, je voudrais lui dire que je l'aime. Ça, c'est la première chose. Que 23 ans après, c'est toujours lui l'homme de ma vie, et que je souhaite que ce soit jusqu'au bout, que c'est mon mari et mon meilleur ami, et que voilà, que je souhaite encore de belles années. Avec des larmes au coin des yeux. Merci beaucoup, Amandine, pour ton témoignage. Merci. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com, et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush.
me, why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.